Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Warlord Games Europe et Warlord Games France. Donc je remercie Eric de Warlord Games France pour m'avoir envoyé dernièrement Blood Red Sky, un jeu que je connaissais. Je ne l'ai pas plus abordé que ça, étant donné que c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, voire pourquoi pas plus. Ça c'est vous qui voyez, chacun peut contrôler un escadron. Donc aujourd'hui on va voir les règles de Blood Red Sky avec des exemples concrets. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce qu'il y a les règles de base et les règles avancées qui se jouent avec des cartes, parce que chaque avion a des caractéristiques où vous pourrez jouer des cartes. On ne va pas aborder non plus le thème des pilotes, des as du pilotage. Je vais vous donner un petit avant-goût des règles avec des figurines peintes, essayer de vous présenter une belle petite table de jeu et vous verrez que ce jeu est simple dans son ensemble, mais au niveau stratégique, vous verrez qu'en fonction des positionnements et des placements, on peut vite retourner une situation. Donc sans plus tarder, on se rend sur la piste de décollage. Je vais faire tourner mes Spitfire et on décolle pour les règles. Allez, on va faire rapidement le tour du matériel, à savoir que cette vidéo, je vais la chapitrer de façon à ce que vous puissiez vous rendre directement aux diverses rubriques du jeu. Donc là, j'ai du matériel de base, à savoir bien sûr les avions, avec leur socle et les capacités de pilotage dont on verra tout à l'heure à quoi ça sert, les cartes avec leurs caractéristiques au niveau des Messerschmitt et des Spitfire, on verra tout ça bien sûr tout à l'heure, une réglette de mouvement pour le déplacement, une réglette de portée de tir, un compas qui va nous permettre de faire pivoter l'avion sur son axe, des dés qui sont livrés avec, nous avons différents pions qui vont nous servir dans le jeu, des pions on va dire d'activation, des pions boom qu'ils appellent ça, etc. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on jette un coup d'œil aux caractéristiques des avions ainsi que les capacités de pilote. Allez, je vais vous présenter les caractéristiques des avions, ensuite on passera aux caractéristiques de pilotage de nos pilotes. En l'occurrence ici, on va étudier un Spitfire 2, dont on peut voir l'historique, le background on va dire, et en bas de cette carte, nous avons l'année de mise en service, qui est en l'occurrence ici 1940. Pourquoi il y a cette date-là? Parce que vous pourrez recréer éventuellement des batailles qui se sont déroulées un petit peu après 1940 pour être dans un certain réalisme. Et il faut savoir qu'au cours de ce conflit, les avions se sont améliorés au fur et à mesure de l'avancée du conflit. Pourquoi pas recréer une bataille en 1942 ou en 1941 avec ce type de Spitfire. Ensuite, en haut à droite de l'écran, nous avons la nationalité de l'avion. En l'occurrence ici, il fait partie de la Royal Air Force, donc les Britanniques. Et en bas à droite, nous avons son coup en point pour monter votre armée d'avions. Si on regarde au recto de cette carte, là nous avons typiquement les caractéristiques du Spitfire 2. Donc c'est un chasseur monomoteur et nous avons 3 caractéristiques et en l'occurrence ici nous avons un trait. À savoir que la première caractéristique est la capacité de combat, de tir de l'avion. En l'occurrence ici c'est 1 qui correspond à 1 dé de combat. Ensuite, en dessous, nous avons le chiffre 3 qui correspond à l'agilité de l'avion pour faire certaines manœuvres. Et ensuite, nous avons une caractéristique importante qui est la vitesse. Vous verrez pourquoi il y a ce chiffre 7 qui est le nombre de pouces, entre parenthèses, que va se déplacer l'avion. Mais en dessous, nous avons la vitesse réelle de l'avion qui est de 357 mph, en miles d'ailleurs. Et ça va jouer le rôle. Ce rôle de vitesse va être très très important dans le sens où, tout à l'heure on le verra, lors des initiatives, si en fonction de comment est positionné votre avion dans l'espace, enfin dans le ciel, il aura la vitesse réelle peut jouer sur l'initiative au niveau du tour de jeu. Et ensuite, en bas à droite, nous avons le trait de l'avion, qui est la caractéristique spécifique de l'avion, dont bien sûr je ne ferai pas
entre parenthèses les règles dans cette vidéo, qui a une capacité, un trait de virage serré. Donc c'est des cartes qui viennent s'adjoindre à la capacité de l'avion qui vont nous permettre de prendre en compte la caractéristique de l'avion à cette époque-là. Maintenant, je vais vous présenter les capacités de pilotage. Allez, on va regarder maintenant la capacité de nos pilotes. Vous remarquerez qu'à la base du socle de nos avions, nous avons un chiffre qui va de 2 à 5. Le 5 n'étant pas présent parce que je ne l'ai pas, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc dans la règle de base, enfin dans la boîte de base, nous avons des avions avec des niveaux de pilotage, des niveaux de nos pilotes qui va de 2 à 4, 2 étant un débutant, 3 étant un pilote moyen, on va dire dans la moyenne, et 4 étant un vétéran. Et le 5e qui est considéré comme un as, qui est on va dire un as du pilotage qui a descendu au moins 5 avions. Donc il existe des boîtes d'as qui se vendent, on va dire, au niveau de Blue Red Sky. Alors à savoir que ces chiffres sont le nombre de dés que vous devrez jeter dans différentes situations. Par exemple, sur une situation de tir, par exemple sur un vétéran qui a déjà, on va dire, est un vétéran avec 4 en pilotage. En fonction de la caractéristique de votre avion, par exemple un Spitfire avait une capacité d'attaque de 1, vous rajouterez le nombre de dés équivalent à cette somme, c'est-à-dire 4 plus 1, 5 dés, pour éventuellement effectuer un tir, ou en fonction des manœuvres que vous allez faire dans le jeu, vous rajouterez votre niveau de pilotage au niveau d'agilité de l'avion, voire de la vitesse. Enfin, voilà, ça, on le verra tout à l'heure. Donc, vous remarquerez bien sûr que sur ces avions, vous avez des arcs dessinés à la base du socle. Donc, les arcs latéraux, à droite et gauche, arc arrière et arc avant, qui vont bien sûr jouer en fonction du positionnement que vous aurez, entre parenthèses, dans l'espace, hein, au niveau du ciel, pour situer votre tir, votre manœuvre, etc. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde aussi comment les avions sont positionnés par simulation dans le ciel. Voilà une règle très très importante au niveau du jeu qui va définir bien sûr toute la stratégie, c'est le cœur, c'est le positionnement des avions dans l'espace, dans le ciel. On intitule ça le système d'avantage qui va définir l'initiative bien sûr en début de tour, mais ça on verra tout à l'heure au niveau du tirage de dés de début de partie, et ensuite l'initiative se fera en fonction du positionnement des avions. Donc là, de gauche à droite, on peut voir un avion qui pique vers le sol. On considère dans le jeu qu'il sera en position désavantagée. Alors, petit aparté, je sais que moi j'aime bien au niveau de la Luftwaffe le fameux Stuka, donc bombardier en piqué, qui sifflait de mémoire, ça faisait peur aux ennemis, mais en l'occurrence ici, il est clair que cette position désavantage le niveau d'initiative du joueur. Ensuite, nous avons en deuxième position l'aspect neutre de l'avion. Donc là, il est en vol, on va dire, linéaire. Donc il ne plonge pas, il ne s'élève pas, il est sur une position qu'on appelle neutre. Et ensuite, nous avons la position avantagée qui là simule l'avion qui monte et dont l'initiative va être en priorité la position avantagée. L'avion avantagé va jouer, va primer sur les positions neutres et désavantagées, mais il n'y aura pas que ça qu'on prendra en compte au niveau de ce que j'appelle de l'initiative. Donc voilà les 3 positions principales qui sont le cœur du jeu au niveau de Blue Red Sky. Allez, avant d'attaquer au proprement dit les règles, donc je tiens à préciser que le but du jeu ne va pas être forcément de détruire tous les avions, mais de gagner la supériorité aérienne, c'est-à-dire que dans les batailles, si vos ennemis sont plus forts, pas forcément qu'ils détruisent beaucoup d'avions, mais
qui sont plus forts que vous, donc ils vont gagner cette supériorité. Le but ne va pas être forcément de tout annihiler en face, parce que les règles vont justement vous le préciser, notamment par l'octroiement de ces pions boom, c'est-à-dire vous gagnez la partie si le nombre de pions boom dépasse le nombre d'avions que vous avez sur la table. En l'occurrence, là, j'ai 3 avions. Si j'en ai aucun de détruit, mais que je prends un 4e pion boom, ben hop, la partie est gagnée. L'adversaire a eu la supériorité aérienne sur vous. Voilà. Et le fait de détruire un avion va faire baisser justement ce niveau de pion boom, mais ça ne va pas être l'objectif final. Voilà, on est des gentlemen quand même. Voilà. Donc du coup, là, je vous épargne la mise en place, les nuages, etc. Donc vous allez forcément choisir un scénario quel qu'il soit. Mais avant de avant de débuter la partie, vous devrez, selon certains scénarios, tirer les dés aléatoirement et en fonction du score par avion, ils vont être dans une position spécifique. Donc en l'occurrence, les résultats de 1 à 2 pour cet avion, il est en désavantagé. De 3 à 4 pour celui-là, il est en neutre. Et de 5 à 6, il part en position avantagée. Donc voilà, c'est le début de partie. On va définir dans quelle position vont se trouver nos avions. Mais ça ne se fait qu'en début de partie. Parce qu'après, lors de la bataille, vous allez bouger vos avions, les mettre en position avantagée, désavantagée en fonction de votre stratégie. Mais c'est le seul moment où on va tirer les dés en début de partie pour définir la position de nos avions. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on passe aux différentes phases du jeu. On va commencer par la phase de tir. Allez, on va passer à la description d'un tour de jeu. Alors, à savoir que dans un tour de jeu, on aura 5 phases. On va tout d'abord vérifier qui a l'initiative. En l'occurrence, ici, on est dans une partie qui a démarré. On va dire que chaque joueur va vérifier l'état de ses avions. Donc ici, on peut voir qu'il y a 2 avions ennemis qui sont dans une position avantagée. Donc l'ordre d'activation, je le rappelle, c'est on commence par les avions avantagés, neutres et ensuite désavantagés. En l'occurrence ici, j'ai 2 avions qui sont avantagés. Un Messerschmitt qui est ici, un Spitfire qui est là-bas. Donc ils sont potentiellement à égalité, mais on va vérifier leur niveau du pilote. Donc en l'occurrence, moi j'ai un pilote de niveau 4, donc un vétéran, et là j'ai un rookie, donc un débutant, qui a un niveau 2. Donc ça va être au Spitfire de s'activer en premier. Voici donc l'ordre d'initiative, l'ordre d'activation de nos avions. À savoir que dans cette phase, dans ce tour, nous aurons donc 5 phases. La première étant le tir. La seconde étant consumer l'avantage, on verra tout à l'heure. La troisième étant le mouvement de l'avion, parce qu'il y a un mouvement obligatoire. Et oui, forcément, il ne flotte pas dans l'air, ça vole. Donc il devra se déplacer d'un minimum de son mouvement. Nous aurons une action de pilote et nous aurons la fin de phase d'activation de l'avion. En l'occurrence, ici, nous sommes dans la première phase qui est la phase de tir. Mon Spitfire est en possibilité de tirer. Pourquoi? Parce qu'il est à portée. Comme on peut le voir ici, il est à portée de tir de l'avion. Donc on va prendre effectivement la ligne droite. Et j'expliquerai un peu les tirs de flanc, tout ça tout à l'heure. Mais là, on va rester sur du simple. Alors, comment se passe un tir? C'est simple, on va prendre le niveau du pilote. C'est un 4. Donc 4, c'est un vétéran. Et ensuite, on va prendre la capacité du Spitfire, qui est capacité de combat de 1, donc on rajoute un dé et on devra faire un 6, en l'occurrence, toujours dans ce jeu, il faudra faire des 6 pour toucher. Là, j'en fais 2 et en même temps, je tape dans la caméra parce que le tir était très puissant. On va expliquer les coups critiques tout à l'heure, mais hop, admettons, j'ai fait un tir. L'adversaire aura la possibilité d'esquiver, donc là, j'ai touché. Il aura la possibilité d'esquiver. Alors, pour l'esquive, comment il va faire? Il va prendre le niveau de son pilote qui est de 1. Et par contre, là, il va prendre non pas la capacité de tir, mais la capacité d'agilité de manœuvre de son Messerschmitt qui est de 3. Donc on va rajouter 3 dés, ce qui va nous faire 7 dés. Et on devra faire égal ou supérieur au G. En l'occurrence ici, je n'ai pas pu esquiver. Donc d'entrée, je vais me prendre un pion boom. Et l'impact que va avoir ce tir va être de perdre un niveau d'avantage. Donc là, il va passer en mode désavantagé. Même s'il a été touché, il n'est pas détruit.
mais il se prend un pion boom et perd un niveau d'avantage. À savoir que, vu qu'on parle des pions boom, directement, si au cours du jeu, admettons là, au cours du jeu, j'ai déjà 3 pions boom, et que je viens d'en prendre un 4e, j'ai gagné la partie, parce qu'il faut dépasser le nombre d'avions sur la table, la présence du nombre d'avions, donc 3, il y en avait déjà 3, tac, je gagne la supériorité numérique. Vous voyez, il n'y a pas besoin de détruire tous les avions pour gagner. Voilà ce qui se passe. Par contre, si, admettons, j'aurais touché ici, dans un mode désavantagé au niveau du Messerschmitt et que, effectivement, il n'a pas pu esquiver le tir, seulement dans ce cas-là, l'avion étant en position désavantagée et ayant subi un tir, est détruit. Et bien sûr, il va se prendre un pion boom, le joueur. Donc voilà. C'est, on va dire, la particularité de la destruction d'un avion. Donc on revient aux critiques. Voilà, admettons que j'ai fait 2 et que l'adversaire doit esquiver. Auquel cas, qu'est-ce qui se passe? On va prendre son niveau de pilotage, le niveau de manœuvre d'agilité du Messerschmitt qui est de 3, sauf que là, étant donné qu'il a chopé un critique, il enlèvera un dé pour effectuer son jet de critique. Voilà. C'est le cas spécifique des critiques. Si au cours d'une action de tir, plus d'un succès, c'est-à-dire je peux en vous faire 5, ça c'est pas grave. Le tireur va infliger un coup critique. Les coups critiques sont bien sûr plus difficiles à esquiver et représentent la valeur d'agilité qui sera réduite de 1. Voilà. Donc en gros ici, j'ai terminé mon tour, enfin j'ai terminé ma phase de tir, je pourrais passer à la phase suivante qui sera la phase de consumer un avantage. Voilà. Donc là maintenant ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde les différents cas de figure que l'on puisse avoir en fonction du placement des avions sur la table. Allez, on va voir un petit exemple d'attaque frontale, mais avant tout, je ne sais plus si j'ai expliqué qui pouvait tirer sur qui lors de la phase de tir. Alors, à savoir que les priorités de tir, enfin, on ne pourra tirer que si, admettons, un avion va tirer, est en mode avantagé vers un neutre, avantagé vers un désavantagé, ou un neutre vers un désavantagé. C'est-à-dire, on va prendre toujours le niveau inférieur sur qui on peut tirer. Voilà. Là, il y a une égalité. Les tirs ne pourront pas se faire durant cette phase de tir. En l'occurrence, ici, on revient à nos moutons. Moutons du ciel. Alors, là, je suis à distance. Mon ennemi aussi, sauf que nous sommes en face à face. C'est ce qu'on appelle une attaque frontale. Alors, une attaque frontale va se résoudre de la même façon qu'un tir, sauf que, exception, à ce moment-là, quel que soit le niveau d'avantage de l'adversaire, il pourra riposter. C'est-à-dire qu'on va calculer bien sûr comme on a fait tout à l'heure. Donc il aura 5 dés pour tirer, donc il fera son jet. Lui va tirer également et ensuite ils vont chacun faire leur jet de manœuvre et on définira s'il y a des booms ou pas. Donc voilà, c'est la seule occasion pour un avion en attaque frontale qui est attaqué frontalement de pouvoir riposter. Allez, on va voir un cas particulier de nouveau, le tir de flanc qui est beaucoup plus difficile à exécuter étant donné que l'avion arrive, passe devant nous, donc c'est un peu entre parenthèses un tir qui va nous handicaper un petit peu. Alors comment on va le manifester? Non pas en enlevant des dés au niveau de la capacité du pilote ni du Spitfire, simplement il faudra pour toucher, pour avoir une seule touche, il faudra faire un coup critique, donc 2-6 ou plus, et ça comptera comme une touche. Par contre, l'adversaire qui se fait attaquer de flanc pourra ajouter la vitesse de son avion à son jet d'esquive. En l'occurrence, le Spitfire,
il a 7 en vitesse, ce qui voudra dire qu'il aura déjà 7 dés, plus les 4 de son niveau de pilote, donc il devra jeter 11 dés. Donc vous voyez toute la difficulté de pouvoir toucher une cible sur le flanc. Alors des 6, on n'en fait pas, vous verrez au cours du jeu, j'ai vu plusieurs parties, on n'en fait pas excessivement beaucoup. Il faut vraiment avoir un peu de cul au dé. Donc voilà, c'était un petit peu l'attaque de flanc. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer à la phase 2 qui s'appelle griller son avantage. Allez, on passe à la phase 2 qui s'appelle griller ou consumer son avantage, selon comme vous voulez. Ils utilisent les deux termes dans le livre à ce sujet. J'aimerais relever juste une petite coquille, page 8 du livre des règles que je possède, où il stipule que griller son avantage, vous pouvez décider de perdre un niveau d'avantage pour sélectionner une des 3 options suivantes. Donc là, perdre un niveau d'avantage, c'est pas ce qui me pose souci. Ce qui me pose souci, c'est une des 3 options suivantes et j'en ai que 2. Donc si je me réfère à la fiche de référence rapide, j'ai 2 choix. Soit je manœuvre, soit je fais une plongée, un piqué, on appellera ça. C'est pour ça que j'avais des doutes, parce que à la phase 3, c'est la phase de mouvement. Donc ce qui veut dire que dans le tour de jeu, on peut se déplacer 2 fois. Bon, comme tout le monde peut se déplacer 2 fois, donc je pense que c'est logique. Voilà. Donc c'est juste le fait de dire l'une des 3 options suivantes. Bon. Moi j'en ai que 2. Donc on va faire une de ces 2, c'est-à-dire je vais griller mon avantage. Pourquoi je vais griller mon avantage? Donc je passe de neutre à désavantagé parce qu'il y a le chleu là derrière, là. C'est un niveau 4. Il est sur mes talons. Il est en mode poursuite là. Vous voyez, il a été même presque à distance de tir, on va dire. Donc du coup, moi je suis à niveau 3, mais ok. Donc je grille mon avantage et je décide de faire un piqué. Ça veut dire qu'en plus de ma vitesse maximum, qui est de 7, je vais rajouter 6 au déplacement. Donc du coup, je vais aller quelque part par là, essayer d'aller me paumer dans les nuages 7 et 6, 13. Donc hop, voilà, hop, je pars en ligne droite là-bas dedans. Et hop, comme ça, je le perds de vue. Voilà, c'est une des options qui m'a permis de griller mon avantage. Une autre option, donc c'est un des 2, vous l'aurez compris, je peux faire ce qu'on appelle une manœuvre. Dans ce cas-là, j'ai le droit, au cours de mon mouvement, de faire un virage à 180 degrés. Donc ça m'intéresserait au niveau d'ici. Je vais mettre en position comme ça vous comprendrez un petit peu pourquoi j'adopte cette stratégie. Donc je vais effectuer au cours de mon mouvement qui est de 7 max, un virage de 180. Donc là je vais ici à 6, je grille mon avantage, je passe en position neutre, je me déplace de 6, je tourne maximum de 180. Alors je rappelle que 180 c'est ça, ok. Donc là je tourne à peu près de ce truc là, puis bon pourquoi pas m'avancer encore d'1 pouce. Et pourquoi? Parce que là justement, lors de la phase de pilote qui est la phase par la suite suivante, qui sera la phase d'après, je suis dans son arc arrière. Voilà. Parce que l'arc, comme vous avez pu voir, l'arc de flanc, c'est chaud quoi, pour tuer, pour tirer, pour toucher. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une manœuvre jusqu'à ma vitesse maximum. Donc j'ai tourné à 6 et je me suis positionné. J'aurais pu tourner à 3, j'aurais pu tourner à 5. Donc, mais là, c'est simplement pour vous expliquer ces 2 exemples lors de la phase 2 qui m'a permis de passer en mode avantagé à neutre. Pourquoi? Parce que lors des phases de tir, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut toujours avoir l'avantage sur l'autre. L'avantage supérieur n'est pas égal. Donc là, je suis en neutre, il est en désavantagé. J'aurai possibilité de tirer, d'où la stratégie de griller un avantage à ce niveau-là. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder la phase suivante qui sera la phase de mouvement, tout simplement. Alors, troisième phase du jeu qui va être la phase de déplacement de vos avions.
Donc là, ben, on va reprendre un petit peu le même exemple. Donc c'est simple, hein, c'est une phase de déplacement. Donc on va déplacer notre chasseur en ligne droite jusqu'à sa vitesse maximum, puis effectuer un virage à 45. Voilà, donc la vitesse maximum de mon Spitfire étant de 7, ben, je vais aller hop, à 7, hop, et je vais tourner de 45 degrés. Donc du coup, là, ben, je vais positionner mon compas et je vais faire pivoter par rapport aux flèches. Voilà, là je suis à 45. Donc, vous voyez, il y a des petits crans sur le compas. Donc ce qui va me permettre éventuellement, soit de traverser les nuages, soit essayer de me positionner tout à l'heure pour essayer de choper un autre avion, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la phase de déplacement, hein, de mouvement au niveau des virages. Donc là vous avez vu comment ça se passe, pardon, à savoir que vous aurez un déplacement minimum à faire au niveau de vos avions. C'est normal, ils ne font pas du surplace. Hein. Ce n'est pas des chasseurs TIE ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc du coup, ben, il faut se souvenir qu'un avion doit toujours se déplacer d'un minimum de la moitié de sa vitesse, hein, arrondi à l'entier supérieur. Donc là, du coup, ben, sa vitesse max est de 7. Hein, donc on va diviser par 2, ça fait 3,5. Donc on peut se déplacer jusqu'à 4. Voilà. Tac. Et là, tourner. Voilà. Tout simplement. Donc ça, il faut le savoir. Donc il n'y a pas plus de choses au niveau des mouvements. Hein. Nous allons regarder quand même, avant de passer à la phase d'action des pilotes, enfin du pilote, et ensuite il aura terminé son tour. On pourra lui mettre son petit pion comme quoi il a été activé. Nous allons passer maintenant en mode poursuite. Allez, pour terminer cette phase de mouvement, il se peut qu'au cours du jeu, vous recherchez la situation idéale pour vous mettre en mode poursuite, ce qui se faisait bien sûr lors des combats aériens. Donc à savoir que vous allez être considéré comme poursuite à partir du moment où vous terminez votre mouvement avec la flèche de votre direction de votre avion dirigée directement vers l'arc arrière de l'appareil ennemi et dans la limite de la portée de tir, comme ils appellent ça, le télémètre. Donc en l'occurrence ici, je vais faire mon action de mouvement normale, je me déplace à 7 et à un moment donné, pouf, je me mets à 45 degrés et je suis en situation de poursuite. Alors je précise qu'au niveau des réglettes, j'ai un petit souci aussi. Au niveau parce que bon, quand on regarde dans le bouquin, vous voyez la flèche centrale du télémètre du compas de navigation, elle est au milieu, alors que moi elle est sur les côtés. Donc voilà, bon c'est pas grave, je me débrouillerai. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est en mode poursuite? Eh bien, la poursuite réduit immédiatement l'appareil cible à l'état de désavantagé. Et du coup, il a la pression. Le monsieur a la pression. Donc, alors, petite précision, elle ne crée pas d'effet permanent et n'entre en jeu que lorsque l'avion termine son mouvement afin d'effectuer une action de pilote. Donc on ne pourra pas grimper par exemple pour gagner de l'avantage, pour ensuite revendiquer une position de poursuite, etc., etc. Donc un avion ne peut revendiquer une poursuite que lorsqu'un appareil, que contre un appareil ennemi par tour. Alors, ce qui va se passer effectivement, c'est que lors de la phase justement de pilote, on pourra éventuellement revendiquer une attaque. Alors c'est là où j'ai un petit doute aussi, parce qu'ils expliquent dans les règles que la poursuite est couramment utilisée pour lancer une attaque de tir immédiate. Donc est-ce que je vais pouvoir tirer lors de cette phase de mouvement, puisqu'on dit une tir immédiate, ou est-ce que c'est compté dans la phase du pilote? Vous voyez, donc là j'ai pas trop, voilà, j'ai quelques petits doutes. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'à la phase de pilote il va pouvoir tirer. Ok, maintenant on va passer à un autre cas de figure de poursuite. Alors, dernier cas de figure avant de passer à la quatrième phase, il s'avère que mon Spitfire poursuit un Messerschmitt, mais qui est aussi poursuivi par un coéquipier du Messerschmitt. Donc il ne peut pas revendiquer une poursuite
parce qu'il se trouve lui-même en état désavantagé, ou s'il se trouve dans l'arc frontal d'un appareil ennemi à moins de 6 pouces de lui. Alors, il y a un effet ailier qui stipule qu'un avion neutre qui grille son avantage ne peut pas poursuivre un ennemi dans le même mouvement, vu qu'il se trouve lui-même désavantagé durant ce déplacement. Voilà. Bon, je pense que là, on a fait le tour du mouvement. On va passer maintenant à la dernière phase avant la fin de l'activation de l'avion, qui s'appelle action de pilote. Allez, nous allons terminer par la dernière phase qui s'appelle action du pilote. C'est à mon Spitfire de terminer cette phase, étant donné qu'il a fait les 3 précédentes. Donc, durant cette phase, le joueur pourra décider de faire une action parmi les 3 disponibles, soit tirer, soit surpasser, soit grimper pour gagner de l'avantage. En l'occurrence, ici, je suis à portée de tir, au niveau de la réglette, sauf que comme vous le savez, on a vu les règles de tir précédemment, là il est en position avantagée, donc je ne pourrai pas lui tirer dessus. Par contre, je pourrais tenter de le surpasser. Alors, l'option de surpassement va permettre, entre parenthèses, si je peux imaginer ça, par d'habiles manœuvres qui vont mettre la pression à l'avion dont on a la ligne de vue à moins de 9 pouces. Au niveau de la réglette, je vais revenir dessus dans le petit résumé que je vais vous faire tout à l'heure, avant de faire la conclusion du jeu. Donc, je vais tenter un surpassement, à savoir que pour surpasser un adversaire, on va comparer les valeurs de pilote. En l'occurrence, ici, il y a égalité. Pourquoi il faut les comparer? Parce que si j'aurais eu, on va dire, un pilote, là, en l'occurrence, ici, on a un rookie, mon niveau de pilotage du Spitfire étant supérieur à celui qui est devant, on va lui faire perdre un niveau d'avantage. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de, à travers, on va dire, la pression qu'on va mettre à l'appareil qu'on a en vue, c'est surpasser, c'est l'équivalent de faire perdre à l'adversaire un niveau d'avantage, ce qui peut être sympa pour préparer le tour d'après. Mais en l'occurrence ici, on reprend notre exemple. Donc je suis à égalité au niveau de compétences de pilotage, donc je ne peux pas tenter de surpasser mon appareil. On est à égalité. Alors, une chose qu'il faut prendre en compte au-delà des distances, c'est vérifier si on a des avions ennemis qui sont moins loin, enfin plus proches que la cible. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer pour que la cible puisse essayer par d'habiles manœuvres de se dégager de cette pression? Il va résoudre un test de manœuvre, c'est-à-dire qu'il va prendre la valeur de son pilotage qui est de 3. Ensuite, il va regarder effectivement s'il y a un ennemi proche, plus proche que lui par rapport à celui qui le vise, ce qui est le cas ici. Donc il va rajouter un bonus de +1 à sa valeur de compétence de pilote, car il n'est pas l'ennemi le plus proche. Et ensuite, il va regarder la manœuvrabilité de son avion. En l'occurrence ici, au niveau de l'agilité de son avion, il est de 3, donc on va rajouter 3D. Donc voilà, pour tenter justement de ne pas être surpassé, il devra jeter ce nombre de dés, ce qu'on va faire tout de suite. Et s'il obtient un, ce qui n'est pas le cas ici, il aurait fallu qu'il obtienne un 6, pardon, pour ne pas être surpassé. En l'occurrence, il a raté son jet, donc automatiquement, il perd un niveau d'avantage. Voilà un petit peu on va dire, la règle du surpassement. Allez, le dernier choix parmi les 3 qu'il nous reste pour l'action du pilote est la possibilité de grimper pour regagner de l'avantage. En l'occurrence ici, c'est à mon Spitfire de terminer son tour d'activation. Il est en position désavantagée, il va décider de justement grimper pour gagner de l'avantage. En l'occurrence ici, on peut imager qu'il est en piqué et il va redresser son avion pour se mettre en position neutre et préparer le tour d'après. Donc voilà pour les 4 phases d'un tour de jeu d'un avion, sans oublier de dire, une fois qu'il a
effectuer ces 4 phases, de signaler que cet avion a été activé. Donc il ne pourra plus s'activer durant ce tour, hormis effectivement si il y a une attaque frontale, auquel cas, comme vous l'avez pu le voir, il pourra riposter, on va dire ça comme ça. Alors pour gagner la partie, je vous l'ai déjà dit, il va falloir à un moment donné toucher l'adversaire pour symboliser entre parenthèses des blessures légères par des jetons boom, hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors les jetons boom ne symbolisent pas des pertes de points de vie, c'est simplement des blessures légères. Ça peut être aussi, on va dire, le manque de munitions, ça peut être aussi le plein de l'avion. Donc les jetons boom ne sont pas des, entre parenthèses, représentés pour des dégâts. C'est justement, l'adversaire devra avoir la maîtrise aérienne. Donc il devra infliger plus de jetons boom qu'il y a d'avions sur la table à son ennemi pour pouvoir gagner la supériorité aérienne. Et ce qui va être le cas, donc là en l'occurrence ici on a 6 avions sur la table, 3 chacun par adversaire. Si un des adversaires reprend un jeton boom, on va dire que l'ennemi se replie par manque de munitions, de carburant ou de choses de ce type-là. Donc c'est pas forcément détruire les avions, c'est stratégique. Après tout, nous sommes des pilotes, nous sommes des gentlemen du ciel. Voilà, on va passer à un petit résumé avant de faire une conclusion sur ce jeu, à savoir que, vous l'avez très bien vu, on va d'abord, avant d'activer un chasseur, savoir qui a l'avantage. Déjà, ça va être l'ordre d'activation de nos chasseurs. On aura 4 phases à dérouler pour notre chasseur, qui sera la phase de tir, on l'a vu, qui sera la phase de consumer l'avantage, qui sera la phase de mouvement et la phase de pilote. Et ensuite, le chasseur termine son tour et on passe au chasseur suivant. À savoir que, en respectant strictement les règles, j'ai eu quelques interrogations, notamment la phase 2 et la phase 3 où on consomme de l'avantage pour manœuvrer et se déplacer. Et il y a la phase 3, c'est la phase de mouvement. Donc voilà, donc pour moi, si je suis vraiment strictement les règles, on va pouvoir se déplacer 2 fois. On va pouvoir aussi tirer 2 fois, à la première phase et à la 4e pour la phase d'action de pilote. Il y avait quelques petites interrogations sur le livret, mais ça, comme je vous dis, c'est pas grave, je vais respecter strictement les règles à ce niveau-là. Donc voilà. Pour chaque chasseur, il y a donc toutes ces phases. À savoir que moi, mes interrogations là-dessus, bien sûr, au-delà du partenariat que j'ai avec Warlord Game France, c'est que au niveau de la boîte, c'est la boîte 1.72, comme je vous l'ai montré. Est-ce qu'il y a eu quelques petites coquilles dedans au niveau de la traduction? Je ne sais pas. Comme je vous dis, je laisse toujours, on va dire, l'erreur est humaine, hein, et les miennes aussi d'ailleurs. Mais à savoir qu'au niveau de la réglette, je me suis posé quand même des soucis parce que dans le livre des règles, nous avons des réglettes en plastique. C'est pour ça que Eric m'a parlé de réglettes en plastique, et alors qu'effectivement, cela serait vachement mieux que celle-là. D'autant plus qu'ici, on commence à 1. Et nous avons des réglettes de minimum de déplacement, comme on a pu le voir. Par contre, celle-ci, elle commence à 3. Et c'est là où ça me pose un problème, parce que si j'active mon chasseur, lui, je considère qu'il a déjà fait ses 3 mouvements, et il va jusqu'à 7, il va là. Et en fait, vous voyez, là, il y a peut-être un petit souci au niveau de ces réglettes. Donc, je vais voir avec Eric s'il n'y a pas moyen d'en avoir d'autres. Et là aussi. Donc là, au niveau de la manœuvre du compas, ça me pose un petit souci parce que, comme on peut le voir ici, au niveau du compas, il est centré. Hein, il est centré, et là, il est, on va dire, il n'est pas au centre. Donc, soit il faut se mettre comme ça et puis faire pivoter, parce que c'est important, le pivot de 45 degrés, mais il faut partir là et tourner là. Donc, vous voyez, c'est juste un petit peu... quelques petites interrogations. Alors, il y a peut-être des coquilles qui se sont glissées lors de l'emballage de la boîte. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion de ce jeu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de Blood Red Sky, un excellent petit jeu de simulation de combat aérien durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je remercie énormément Eric de me l'avoir envoyé. Je le connaissais déjà, mais
je l'ai survolé, on va dire. C'est le cas de figure. Parce que bah, ça demandait à avoir des joueurs. J'en avais pas. Maintenant, j'en ai. Donc, il y aura une partie filmée là-dessus avec figurines peintes et tout. On va essayer de faire un truc sympa. Donc, bah, bien sûr, en tant que partenaire de Warlord Game France, bah, je me devais quand même de remonter quelques petites anomalies au niveau du livret et des réglettes. À savoir que c'est du pouce. Donc, voilà, le problème est réglé. Hein. Si c'est en pouce, on prend on va dire, bah, un mètre, enfin un mètre, une mesure en pouces. Ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est effectivement bah, les réglettes en plastique, elles sont quand même plus pratiques. Donc petit appel du pied à Eric, si là, effectivement, il m'a parlé de Midway, donc la fameuse bataille du Pacifique, hein, pour les gens de ma génération, forcément, Papy Boyington, les têtes brûlées, on a connu. Donc c'est vrai que recréer des batailles du Pacifique avec les F4U Corsair et les Mitsubishi Zero, va être intéressant. Donc la petite appel du pied à Eric. Donc du coup, effectivement, on a pu voir que c'est un jeu qui est simple. Mais là où ça se corse, c'est au niveau du développement de la stratégie, la façon dont on va positionner son avion pour avoir l'avantage. Ce qui me plaît aussi dans ce jeu, ben, c'est sur la peinture. Je ferai un tuto de peinture générique pour les avions. Vous verrez, c'est simple et puis c'est abordable à tout le monde. Et ça va permettre de se mettre dans le bain. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus à ce niveau-là? Moi je sais que voilà, je suis emballé. Je suis emballé à savoir que vous avez une extension qui est sortie, que j'ai achetée, qui s'appelle Airstrike, où vous pourrez avoir l'errata des règles. Bon, il est en anglais, donc il faudrait qu'il y ait un volontaire un éditeur, un distributeur qui s'y mette, hein, pourquoi pas traduire en français, parce que dedans on va y retrouver, on va pouvoir attaquer des navires, on va pouvoir attaquer, je sais pas, des défenses côtières durant la Seconde Guerre mondiale, avec de la flak, etc. Donc pourquoi pas, là j'imagine assez bien de pouvoir faire une partie solo avec une réponse automatique de la flak, et pourquoi pas refaire le débarquement en Normandie, où l'aviation a attaqué les défenses côtières avec les bombardiers, etc. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'avais à rajouter là-dedans, que j'oublie rien? Je pense que j'oublie rien. Donc, de toute façon, une partie va être filmée, c'est sûr. Et puis, il y aura des tutos de peinture au niveau des avions, génériques, simples, abordables, hein, comme je sais le faire. Et puis pourquoi pas, après, développer le côté Pacifique, Midway. Hein, voilà, ça, c'est un petit... pourquoi pas un petit projet. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, hein, et puis on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos sur ce jeu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Allez, ciao!